Alors, la maladie de Parkinson a été décrite par James Parkinson, un médecin londonien, en 1817. Et c'est donc une maladie chronique, neurologique, dégénérative, qui va affecter le système nerveux central et qui est responsable de troubles progressifs, de mouvements ralentis, de tremblements, de rigidité, puis de troubles cognitifs. C'est le second trouble neurologique le plus fréquent, le premier étant Alzheimer. Donc, je vais alors... cette maladie, et je vous ai mis au diaporama effectivement l'image d'une personne âgée qui tient sa main, puisque c'est tout de suite associé effectivement au tremblement. Hein. C'est vraiment le premier réflexe qu'on a quand on parle Parkinson. Alors, ça touche environ 200 000 personnes en France. Et c'est associé justement à l'image de cette personne âgée qui présente des tremblements, des gestes rigides, saccadés, incontrôlables, suite à la mort lente et progressive des neurones, que les gestes de la vie quotidienne deviennent très difficiles. Porter une tasse à ses lèvres, manger, prendre une fourchette, apporter les aliments à sa bouche, nouer ses lacets, tout devient difficile. Alors, Parkinson est reconnu comme maladie professionnelle pour les agriculteurs depuis 2012 et on verra pourquoi au niveau de l'étiologie de cette maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, tout simplement, les cellules nerveuses atteintes se situent dans une zone que l'on appelle la substance noire, qui est située au centre du cerveau, dans le mésencéphale. Et ce sont ces cellules qui produisent de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va tellement. Ce neurotransmetteur agit également dans la sensation de plaisir et de désir, ce qui fait qu'on va comprendre les symptômes que l'on va évoquer tout à l'heure. Alors effectivement, la mort dopaminergique est liée en fait à l'accumulation d'une protéine. Alors, on appelle ça, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout des détails, l'alpha-synucléine. Et cette protéine que le corps produit et qui s'accumule donc au niveau des neurones et qui produit donc un problème de sécrétion de dopamine, eh bien, très curieusement, ou pas du tout d'ailleurs, et on verra après, cette alpha-synucléine se concentre également au niveau de l'intestin. Et en fait, on retrouve, et vous verrez qu'après, on va parler du lien entre l'intestin et le cerveau, et on retrouve cette alpha-synucléine dans l'intestin des patients bien avant qu'elle ne gagne le cerveau. Alors justement, on va voir un petit peu l'étiologie, quelles sont les origines de cette maladie. Alors l'environnement jouerait un rôle plus important que l'hérédité. Par contre, pour l'apparition de la maladie, apparition précoce, c'est-à-dire avant 50 ans, il semble que la génétique domine. Mais après 50 ans, c'est surtout l'environnement qui joue un rôle important. Alors, on va citer plusieurs étiologies. Donc, on a vu les prédispositions génétiques. Il y a, en deuxième point, l'influence de l'exposition à des polluants chimiques, et notamment les pesticides. Et c'est pour ça qu'Alzheimer, depuis 2012, est reconnu comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Et notamment un pesticide qui s'appelle ou le rothénone. Donc l'influence aux pesticides, des polluants chimiques, l'influence... alors il y a quelqu'un qui a encore un micro allumé, ça fait des interférences. Ça fait des perturbations. Donc, si quelqu'un veut bien, si les personnes qui ont leur micro allumé veulent bien l'éteindre, si vous avez d'éteindre vos micros, vous pourrez poser vos questions par écrit dans la petite bulle de discussion. Ouais, ça a l'air Ou bon. on rallumera les micros peut-être à la fin pour les poser en direct, on verra. En tout cas, pour le moment, voilà, c'est bon pour les interférences, merci. Donc, on a le rôle
des pollutions chimiques. On a également une pollution aux héroïnes. Il y a des pollutions avec certains éléments chimiques qui agissent comme comme ce fameux pesticide, le rothénone. Et on trouve également comme origine des intoxications au monoxyde de carbone ou au manganèse. En troisième point, on trouve le rôle du microbiote, que l'on ne nie plus à l'heure actuelle entre l'intestin et le système nerveux central. Et chez les Parkinsoniens, on constate qu'il y a énormément de bactéries pro-inflammatoires par rapport à l'intestin de personnes saines. Et puis, il y aurait un rôle de profil, ce qu'on appelle un profil immunitaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse accumulation d'alpha-synucléine serait reconnue par les lymphocytes T, donc les cellules de notre système de défense, comme des ennemis, ces protéines. Et le corps se retournerait donc contre lui-même, donc comme dans une maladie auto-immune, et détruirait les neurones pour détruire l'alpha-synucléine. Donc ça, ce sont des origines. Et la dernière origine à citer, ce serait le rôle de l'alimentation, hein, qui serait en lien avec le microbiote, puisqu'on sait très bien que notre microbiote est à l'image de ce que nous mangeons. Et de mauvaises habitudes accrues de développer un Parkinson. Tout ce qui est ce qu'on appelle la malbouffe, la junk food, la mauvaise alimentation, c'est-à-dire beaucoup de graisse animale saturée, hein, une grande consommation de graisse animale saturée, une alimentation typiquement occidentale, avec des excès d'oméga 6, des excès de sucre raffiné, des excès de sel, l'alimentation transformée industrielle, le manque de fibres, etc. On va reparler de la bonne alimentation tout à l'heure, mais effectivement, cette alimentation-là, en jouant sur le microbiote, et le microbiote étant atteint en fait avant même le cerveau, ça pourrait être aussi une des origines. Alors, quelles sont les personnes à risque? Alors, en général, ce sont les hommes plutôt, et plus de 55 ans. Évidemment, si un des parents est déjà atteint, la génétique peut jouer et à ce moment-là, le Parkinson peut même se développer avant 50 ans. Mais voilà, ce n'est pas l'origine la plus fréquente, mais ça peut exister. Et puis, on a cité dans les personnes à risque les personnes dépressives, mais le problème est qu'on n'arrive pas encore à l'heure actuelle à déterminer si une personne dépressive aura plus de chances de développer un Parkinson ou si tout simplement la dépression est déjà une manifestation précoce d'un Parkinson. Il y a encore beaucoup d'inconnus au niveau de la maladie de Parkinson. Voilà la dopamine, hein, sa petite formule chimique pour ceux donc qui sont intéressés. Pose le diagnostic de la maladie de Parkinson. Eh bien, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tout simplement, les symptômes que la personne va présenter peuvent être communs à d'autres affections neurologiques ou à des maladies génétiques rares. Donc, en fonction de ces signes, de ces symptômes, des antécédents médicaux, on peut éventuellement proposer des examens neurologiques tels que des IRM, des scanners. Mais ces IRM et ces scanners ont pour but plutôt d'éliminer un autre trouble que de confirmer un Parkinson. C'est plutôt pour éliminer autre chose. Alors, le diagnostic intervient suite à l'apparition de signes moteurs, surtout tels que les tremblements. Mais quand on intervient à ce moment-là pour poser un diagnostic, la moitié des neurones dopaminergiques ont déjà été détruits. C'est déjà presque trop tard, entre guillemets. Et le diagnostic définitif de Parkinson va être posé tout simplement suite au fait que l'on aura donné un traitement, donc anti-parkinsonien, c'est-à-dire qu'on va donner une dopamine, un traitement à base de dopamine en dose suffisante pour avoir une amélioration. Et c'est cette amélioration significative
des symptômes qui va confirmer le diagnostic. Donc, vous comprenez bien que ce diagnostic peut être très long à poser. Et la recherche actuelle se penche sur la possibilité d'avoir un diagnostic plus précoce. Alors, il y a une première piste de diagnostic qui a été évoquée, puisque l'aspect de la rétine a été modifié dans de nombreuses affections neurologiques et visuelles, comme le glaucome et Alzheimer. Alors, des études de 2018 ont constaté que la rétine est plus mince chez les personnes atteintes de Parkinson. Et en 2019, d'autres études ont proposé des tests d'imagerie ophtalmique pour distinguer des patients atteints de Parkinson. Peut-être une piste d'avenir, et Parkinson, peut-être dans les années à venir, sera détectable lors d'un simple contrôle. En piste de diagnostic, c'est le diagnostic par l'odeur. Alors, ce n'est pas nouveau. Les Grecs pensaient déjà que chaque maladie possédait une signature olfactive. Et des études, vous l'avez peut-être déjà entendu, ont déjà corrélé des modifications de l'odeur corporelle avec certaines maladies et notamment avec le cancer. En 2019, une étude a été publiée avec la collecte de sébum de patients parkinsoniens et non parkinsoniens. Et on a trouvé 4 molécules qui pourraient établir une signature olfactive spécifique de Parkinson. Évidemment, c'est encore à l'heure actuelle, en expérimentant, ces tests-là deviennent fiables, qu'ils soient considérés comme étant fiables et qu'ils puissent être utilisés. Une autre piste, c'est la piste de l'intestin. Alors, la constipation serait un des premiers symptômes de Parkinson. La constipation est présente environ 20 ans avant les problèmes moteurs. Parce qu'on va retrouver cette fameuse alpha-synucléine, cette protéine dont je vous parlais, dans l'intestin des patients, bien avant qu'elle ne passe au niveau du cerveau par l'intermédiaire du nerf vague. L'hypothèse serait qu'il y a une hyperperméabilité intestinale avec inflammation du système nerveux intestinal, puisqu'on retrouve des fameuses bactéries pro-inflammatoires en grand nombre dans l'intestin des parkinsoniens. On les trouve également, ces bactéries pro-inflammatoires, dans le nez et dans la cavité buccale. Récent, chez des personnes qui ont des constipations chroniques, de proposer une biopsie pour aller vérifier et voir ce qui se passe, vérifier si on trouve cette fameuse alpha-synucléine, vérifier s'il y a une hyperperméabilité intestinale, évidemment, au niveau du cerveau. Et à un reportage d'Arte qui s'appelle « Le ventre, notre deuxième cerveau », où il y a justement des études qui ont été faites en milieu médical, lien entre des neurologues et pour essayer justement de vérifier que sur une biopsie intestinale, on voyait déjà des signes de Parkinson. Et c'est très, très bien fait dans cette émission d'Arte, Le ventre, notre deuxième cerveau, que je vous conseille, qui vraiment fait le lien entre le ventre et le cerveau. Le dernier point au niveau du diagnostic, ce serait la piste de la maladie en partie auto-immune, avec contrôle du profil immunitaire par une prise de sang. Des études de 2020 constatent que le profil immunitaire est modifié des années avant les premiers symptômes moteurs. Et l'accumulation d'alpha-synucléine pourrait être reconnue par les lymphocytes et mener à la destruction des neurones. Et une prise de sang, éventuellement, pourrait permettre un diagnostic précoce. Donc voilà des pistes qui sont encore à l'heure actuelle en étude. Il faut bien sûr que ça se confirme, mais c'est très intéressant pour pouvoir trouver un diagnostic précoce, parce qu'évidemment, plus on détecte un Parkinson tôt, plus tôt on pourra agir sur les symptômes. Alors justement, quels sont ces symptômes? Alors l'évolution est très lente pendant des années, avec des symptômes peu handicapants, alors que d'autres vont développer rapidement des symptômes
très gênants qui vont handicaper leur vie quotidienne. Dans 70% des cas, les premiers symptômes, ce sont les tremblements rythmiques non contrôlables d'une main, puis de la tête, puis des jambes, et qui se manifestent particulièrement au repos ou en période de stress. Lors des mouvements ou lors du sommeil, en général, il n'y a pas de tremblement chez 25% des personnes. Puis après, on a une raideur des membres, des mouvements lents, rigides, saccadés, qui compliquent la vie quotidienne. Puis on arrive à cette démarche caractéristique à petits pas, en traînant les pieds, avec le dos voûté et éventuellement des balancements de bras. Puis il peut y avoir perte de l'olfaction, trouble du sommeil, constipation bien sûr, et dans l'évolution de la maladie, plus tardivement, perte d'équilibre. À ces symptômes qui touchent pratiquement tous les parkinsoniens, on a d'autres symptômes associés, plus ou moins évolués. Alors, des troubles de l'humeur, anxiété, perte de motivation, puisque bien sûr, je vous le disais que la dopamine est également le neurotransmetteur du désir. C'est ce qui va nous doper le matin. La dopamine est là pour nous doper, pour nous aider à démarrer notre journée. Donc, perte de motivation, voire dépression. Alors, est-ce que la dépression est un symptôme d'un Parkinson ou est-ce que Parkinson entraîne une dépression? On n'est pas encore tout à fait sûr de la chronologie. Des troubles du sommeil, bien sûr, par la suite, des problèmes cognitifs avec des pertes de mémoire, des confusions, une absence d'expression faciale avec diminution ou absence des battements de paupières. Ça peut toucher ensuite des difficultés à avaler ou une salivation excessive qui fait que la personne va se mettre à baver. On peut avoir une voix chevrotante, sans expression, avec des difficultés d'articulation, des troubles de l'odorat, de l'incontinence urinaire, des problèmes de tension artérielle, des problèmes de tension artérielle avec une hypotension orthostatique. Donc, effectivement, de nombreux signes, même évidemment avec les troubles moteurs, des difficultés d'écriture, avec une perte de dextérité, des dysfonctions sexuelles évidemment, et des douleurs qui peuvent être soit dans des zones spécifiques, soit dans tout le corps, jusqu'à ne plus pouvoir sortir de son lit. Alors, au niveau du traitement conventionnel, en médecine conventionnelle, eh bien, quand les troubles apparaissent entre 50 et 70 ans, on sait qu'en fait, la maladie est déjà là depuis 5 à 10 ans et il n'y a à ce jour pas de traitement amenant à une guérison. Mais on peut ralentir la progression et diminuer les symptômes pour vivre avec sa maladie pendant de nombreuses années. Alors, la médecine conventionnelle traite avec de la L-Dopa, qu'on évite de donner trop tôt pour garder justement son efficacité et limiter les effets secondaires, parce que prise de L-Dopa en médecine conventionnelle entraîne des effets secondaires, je vous les cite, nausées, vomissements, dyskinésie, troubles du comportement avec phénomène d'addiction, ce qui veut dire que les personnes peuvent avoir des pulsions de jeu d'argent, d'achat compulsif, de grignotage, d'hypersexualité, etc. Donc, on laisse vraiment le traitement pour le moment où on ne peut pas reculer, où ça devient vraiment nécessaire d'intervenir. Alors, la L-Dopa a été isolée pour la première fois à partir d'une plante qu'on appelle la fève des marais, Fabaceae, la fève des marais. C'est en 2013 que l'on a retrouvé dans cette fève la L-Dopa. Et donc, à partir de 1960, on a synthétisé en laboratoire cette fameuse L-Dopa qui est donnée maintenant en traitement, qui est donc une molécule de synthèse. Alors, l'avantage de la fève des marais, c'est toujours pareil. Les laboratoires pharmaceutiques cherchent un principe actif qu'ils vont exploiter. Dans la plante, on a souvent un totem qui est plus intéressant. Et donc, au niveau de la fève des marais,
on trouve de la L-Dopa, mais pas seulement, on trouve également de la carbidopa, qui est une molécule qui va amplifier les bénéfices de la L-Dopa. Et les personnes qui ont Parkinson trouvent des avantages à consommer des graines germées de fèves des marais, hein, parce qu'avec la germination, le taux de L-Dopa augmente. Alors, il y a des contre-indications, ce qu'on appelle le favisme, avec une déficience d'une certaine enzyme. Donc, attention, même quand ce sont des produits naturels, on demande toujours conseil avant de se précipiter. En phyto, on a également une plante qui s'appelle le Mucuna pruriens, qui est le pois mascate, qui contient également de la L-Dopa naturelle. C'est également une fabacée comme la fève des marais, et dont les graines sont utilisées en médecine ayurvédique depuis très longtemps pour améliorer la coordination motrice. Alors attention, il y a aussi des contre-indications, donc toujours consulter avant de travailler avec des plantes. En France, il existe depuis 2015 25 centres experts de Parkinson pour une prise en charge globale avec rééducation, kiné et orthophoniste. Donc, il existe une association de malades de Parkinson et qui va effectivement, donc France Parkinson, d'où vient cette association là en ce moment sur l'écran, et qui permet de soutenir les personnes. C'est eux qui organisent cette journée nationale de Parkinson et qui permet d'intervenir auprès des personnes pour qu'ils aient un ensemble de soutien à tous les niveaux, pas juste le comprimé de dopamine à prendre. Donc, c'est très intéressant, et d'autant plus qu'ils étaient ouverts à l'idée qu'on puisse intervenir aussi autrement, c'est-à-dire en naturopathie à l'époque. Ce qui va en naturopathie, en phytothérapie et en aromathérapie, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Alors, on va travailler sur les symptômes, bien sûr, en respectant le trépied de la naturopathie, à savoir l'alimentation, la gestion des émotions et bien sûr le mouvement, la respiration, c'est-à-dire la mise en place d'une hygiène de vie en premier. Et puis, on va pouvoir soutenir tout ça avec des compléments alimentaires ciblés selon les symptômes. Voilà pour l'alimentation, non pas ce qu'il faut faire, mais vous l'avez bien compris, je l'espère tout de suite, ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, on va éviter toutes ces calories vides, des calories mortes qui n'apportent strictement rien et qui ne vont pas nourrir notre corps de façon intéressante. Là, vous n'avez strictement rien d'intéressant. Alors, c'est peut-être un peu exagéré là sur l'image, mais quand même, on aurait très bien pu présenter une image avec, parce que j'insiste toujours là-dessus, c'est un petit peu mon dada, donc je ne peux pas m'en empêcher, c'est que la micronutrition, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants qui sont très importants dans Parkinson en passant, mais qui sont importants pour tout le monde, vous allez surtout les trouver dans l'alimentation crue. Donc, il est important de faire la part belle au cru dans son alimentation quotidienne et ne pas manger que du cuit. Il faut absolument introduire du cru dans son alimentation. Alors, voilà l'alimentation vers laquelle on va se tourner. C'est une alimentation, vous avez là les aliments riches en dopamine, riches en précurseurs de dopamine, en tyrosine, qui est le précurseur, l'acide aminé, qui va être précurseur de la dopamine et qui est très important à apporter dans notre alimentation quotidienne. Et tout simplement, pour les personnes atteintes de Parkinson, on va se tourner vers une alimentation soit de type méditerranéen, dite méditerranéenne ou crétoise, ou bien avec beaucoup de fruits et de légumes, très peu de laitage, l'idéal même étant d'aller jusqu'à les supprimer. La limitation du gluten, des céréales,
avec, si possible, en les diminuant très fortement, voire même en les arrêtant, du moins sur un certain temps au début, pour pouvoir après les réintroduire, mais en toute petite quantité. En fait, il s'agit de lutter contre l'hyperperméabilité intestinale, de rétablir un microbiote intéressant. Donc, on peut également penser notamment à ce qu'on appelle l'alimentation hypotoxique du docteur Seignalé, où on va respecter les règles: arrêt du gluten, arrêt des laitages, arrêt de l'alimentation transformée, de tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire, augmenter les fruits et légumes, diminuer la cuisson, la quantité de cuit, arriver à avoir du cru, comme je vous le disais, dans l'alimentation. Et là, peut-être pour des personnes, surtout des personnes âgées, qui ne sont peut-être plus habituées au cru ou qui n'arrivent plus à le digérer parce que les fibres leur posent problème, on pensera à leur conseiller des jus, évidemment des jus frais, faits maison, si possible. Augmenter les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Il faut à tout prix lutter contre l'inflammation. Au niveau de l'alimentation, j'ai juste une petite parenthèse. J'ai lu une étude qui a été faite sur des souris, mais peut-être que ça marche sur des personnes aussi, sur la cannelle de Ceylan, qui semblerait inverser les effets de Parkinson. Donc, rien ne vous empêche de saupoudrer vos plats de cannelle, ou d'utiliser de la cannelle en poudre, qui est de toute façon très intéressante. Donc, voilà au niveau de l'alimentation. Ensuite, au niveau des émotions, la gestion des émotions, eh bien, il faut travailler bien sûr sur l'acceptation de la maladie déjà, travailler sur les troubles de l'humeur que ça entraîne. Et là, un thérapeute pourra vous proposer toute une panoplie de techniques, que ce soit la méditation, la cohérence cardiaque, la sophrologie, les fleurs de Bach, la sylvothérapie qui est à la mode en ce moment, l'olfactothérapie, utiliser les huiles essentielles pour lâcher prise. Toute la phytothérapie peut travailler également sur la gestion des émotions, et ça, on le verra tout à l'heure. Bien sûr, le mouvement, la respiration, le sport semble ralentir la dégénérescence des neurones en stimulant la production de dopamine, surtout si l'exercice physique est débuté à un stade précoce de la maladie. Alors, le yoga, le stretching, la marche, et des études, tous les sports sont les bienvenus, et au niveau d'études canadiennes, pour traiter le Parkinson, on a mis en place des cours de tango, parce qu'en fait, il y a obligation de synchroniser les mouvements avec la musique, et donc ça fait vraiment travailler justement cette zone du cerveau qui va travailler sur la motricité et la synchronisation des mouvements. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter sur la maladie de Parkinson, sur le traitement général en naturopathie, donc l'alimentation, la gestion des émotions et le mouvement, la respiration, bien sûr, apprendre à faire des respirations de pleine conscience qui vont avoir un rôle également aussi sur l'humeur. Et puis, bien sûr, en phytothérapie, on travaille avec en naturopathie, pardon, on travaille avec de la phytothérapie. Et là, avec Soria, on a toute une gamme de produits qui peuvent accompagner au niveau du quotidien les personnes atteintes de Parkinson. En tout premier, il me semble indispensable, comme on a vu le lien entre le ventre et le cerveau, il est indispensable pour accompagner un parkinsonien de travailler dès le départ sur le foie, sur les intestins, de travailler sur la constipation, ça c'est évident, et ça on le reverra encore tout à la fin de ce diaporama, mais de travailler sur le foie et les intestins. Et je vous propose à ce moment-là de travailler avec du Cirasil, qui est le grand produit phare de la détox du foie, puisqu'on va y trouver les 3 plantes, radis noir, artichaut, chardon-marie, et qu'à ce moment-là, vous avez vraiment une stimulation au niveau de la digestion, une action
à la fois cholagogue et cholérétique, donc un travail sur à la fois le foie et la synthèse de bile qui va être stimulée, et à la fois sur la vésicule biliaire avec un relargage de cette bile stockée au niveau de la vésicule. Donc on a vraiment quelque chose de complet. Ça me semble vraiment la base de commencer par 14 jours, ou plutôt 14 soirs, puisque le cérazile se prend au coucher, le foie étant un organe qui travaille essentiellement la nuit. On n'oubliera pas les petits conseils de grand-mère, c'est-à-dire la bouillotte également posée. On leur expliquera où se situe le foie. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, expliquer que sous les côtes, à droite, on trouve le foie et que c'est là qu'on va appliquer une bouillotte le soir au coucher. Et pourquoi pas après chaque repas, après le repas midi, surtout que les personnes âgées font souvent une petite sieste après le repas. Donc, on leur conseillera avant la sieste une petite promenade digestive pour travailler sur la motricité intestinale, et puis après de faire la sieste avec une bouillotte sur le côté droit, puisque comme le disait le docteur Salmanoff, si vous voulez, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais il disait quelque chose du style, si vous voulez vieillir ou atteindre un âge avancé, mais surtout en bonne santé, prenez soin de votre foie et gardez-le au chaud. Donc la petite bouillotte sur le côté droit pour s'endormir, pour travailler en plus en complément de la phytothérapie. On peut compléter le travail avec le Drénazor, qui a la particularité de contenir de la fumeterre qui va travailler plus spécifiquement au niveau du sphincter d'Oddi, si mes souvenirs sont bons. J'ai juste un petit doute maintenant, mais je crois que c'est ça. Tout à fait raison, c'est ça. Merci Françoise. Et donc, qui va pouvoir compléter. Alors ça, Françoise, tu me diras ce que tu en penses. On peut, si ça, alors ça risque de décoiffer un petit peu quand même beaucoup. On peut l'appliquer, donc on peut le proposer dans la journée avec le Cirasil le soir, mais là ça va un peu dépoter. Sinon, on peut le faire en relais. Oui, tout à fait. Les deux sont possibles. Tu peux très bien démarrer par le Cirasil, finir les 14 jours et ensuite enchaîner avec Drénazor. Je dirais que c'est quand même plutôt raisonnable. Oui. Non, il y a des personnes qui veulent tout faire d'un coup et qui prennent la journée le Drénazor et le Cirasil, mais effectivement, tu as raison, ça peut décoiffer quand même. Oui, j'ai eu des cas comme ça. Bon, j'avais conseillé, ils étaient prêts à accepter la crise curative qui en découle, mais effectivement, ça décoiffe un petit peu. Mais voilà. Mais bon, effectivement, peut-être comme là, il s'agit de personnes âgées, la plupart du temps, on va être un peu raisonnable et on va leur proposer d'abord le Cirasil, puis de continuer avec le Drénazor, mais surtout tout en travaillant sur l'alimentation. Parce que je dis toujours, ça ne sert à rien de prendre du Cirasil et puis de recommencer comme avant. Hein, au niveau de l'alimentation. C'est évident qu'il faut à tout prix. Et le fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si il y a le Cirasil d'abord et le Drénazor ensuite, on couvre un mois. Et un mois, ça leur laisse déjà peut-être le temps de commencer à appliquer des premiers conseils d'alimentation. Il ne faut pas non plus vouloir bouleverser une alimentation, surtout chez une personne âgée. Hein, je l'ai déjà constaté aussi. Il faut y aller par étapes. Donc, le fait, en fait, que ça dure un mois, ce soutien, leur permet de prendre leur temps pour travailler, commencer à travailler sur les points les plus importants. Et peut-être qu'au début, pour ne pas leur... un petit conseil en général pour les thérapeutes, ne pas tout de suite leur dire arrêtez ceci, arrêtez cela, faites pas ci, faites pas ça, parce qu'ils ressortent de chez vous en disant non, ça c'est juste pas possible. On les démoralise. Donc toujours être positif en disant commencez par augmenter les fruits et légumes. Donc comme ça, en fait, ils sortent avec quelque chose de positif. Alors évidemment, on va leur dire diminuer quand même les laitages, hein, parce que quand il y a des pro-inflammatoires, bon après, il faut regarder leur alimentation, qu'est-ce qui domine, est-ce que c'est la viande, est-ce que c'est les laitages, les graisses saturées, etc. Essayez de travailler tout de suite là-dessus, mais surtout rester sur un côté positif, c'est augmenter les fruits et légumes. Donc ça passe en général mieux au niveau du discours. Et puis, bien sûr, on pourra penser à tous les extraits fluides qu'on peut très bien continuer par la suite, hein,
en plus doux, je dirais, par rapport au Cirasil, par rapport au Drenazor, à continuer après des extraits fluides. Et là, en fonction des symptômes, vous avez le choix. Vous avez le choix. Hein. Vous avez évidemment toute une catégorie, le pissenlit qui va avoir également son effet sur les reins, l'artichaut chardon-marie qu'on a retrouvé dans le Cirasil, le desmodium que j'aime beaucoup au niveau de la reconstruction des cellules hépatiques, hein, qui va vraiment être dans le soutien de la cellule hépatique. La camomille romaine qui va être dans le côté calmant, le fenugrec aussi qui a son intérêt. Donc en fait, avec tous ces extraits fluides, il y a moyen de travailler. Après aussi, je dirais que pour certaines personnes, il y a un côté goût ou psychologique de prendre le Cirasil le soir. Ils peuvent oublier, je veux dire, le pissenlit dans la journée, peut-être plus facile à prendre. Je veux dire, tout ça, c'est à discuter en fait avec la personne et de voir ce qui est le plus intéressant. Ce qui me semble très, très, très intéressant également, comme on est dans une maladie dégénérative, c'est le fameux CTP. Le fameux CTP qui va effectivement travailler à l'élimination des toxines, hein, qui va travailler à l'élimination des toxines parce qu'on est clairement sur quelque chose, sur un organisme qui est encrassé. On est sur un organisme qui est encrassé par des années de mauvaises habitudes alimentaires, par des années de mauvaise hygiène de vie, entre guillemets, plus, si ça, comme dit, l'exposition à des polluants chimiques. Donc là, le CTP trouve tout son intérêt dans son activité à la fois antioxydante, dans son activité de stimulation des mitochondries, puisque les mitochondries sont nos usines d'énergie, et ces personnes sont fatiguées, manquent d'énergie, donc ça permet effectivement de relancer la machine. Donc voilà, alors effectivement, il y a une prise qu'il faut absolument respecter avec des variations du nombre de comprimés en fonction des semaines, etc. Mais ça me semble tout à fait intéressant comme soutien. Toujours dans le même ordre d'idée, au niveau de la détoxification, d'enlever, d'ôter les toxines, de travailler, parce qu'il y a aussi certainement les métaux lourds qui ont un rôle à jouer dans ces maladies dégénératives, eh bien, vous avez le métallope qui peut à ce moment-là aussi trouver une place dans le traitement. Alors évidemment, on ne va pas tout leur mettre en même temps, hein, on est bien d'accord, mais on peut travailler une chose après l'autre. Alors, je conseillerais effectivement de commencer, et tu me diras François ce que tu en penses, vraiment par le foie et l'intestin, ça me semble vraiment la première chose à faire, parce que si le foie est encrassé et que vous remettez en circulation des toxines, ce n'est pas franchement l'idéal. Donc, il faut absolument arriver d'abord à travailler sur le foie, les intestins, à s'occuper de la constipation pour retrouver un transit normal. Et une fois que tout ça c'est en place, qu'il y a un changement d'alimentation qui se met en place aussi, à ce moment-là, on pourra proposer soit le CTP, soit le métallope pour arriver à éliminer les toxines qui resteraient. Deuxième point, accompagner toujours le malade en travaillant sur le stress et sur le sommeil. On dit bien retrouver un sommeil de bébé. Et quoi de plus choupinou que ce petit bébé dans sa noix de coco, c'est adorable. Donc, pour travailler sur le stress et le sommeil, le fameux stressor que l'on va pouvoir utiliser soit sur la durée, c'est-à-dire les 15 jours de traitement du flacon que l'on peut renouveler, soit que l'on peut utiliser un peu plus ponctuellement et qui va permettre effectivement, en limitant le stress, de jouer tout à fait sur le sommeil également. Donc là aussi, c'est à adapter en fonction des symptômes. Pour des personnes qui auraient surtout des problèmes de sommeil,
et qui préférerait la formule gélule, on peut penser au sédanaire qui contient, on retrouve les plantes du stressor, on retrouve les classiques, passiflore, valériane, et Scholzia, dit aussi pavot de Californie. Et en fonction des symptômes, on va pouvoir jouer avec l'un ou l'autre produit, ou l'un et l'autre produit. Il m'est arrivé déjà aussi de donner du stressor dans la journée et puis de compléter éventuellement avec une gélule de sédanaire au moment du coucher. Quand il y a vraiment une fatigue nerveuse et besoin d'un soutien avec les fameuses plantes adaptogènes qui vont, comme leur nom l'indique, soutenir l'organisme pour son adaptation, soit au niveau des stress physiques, soit au niveau des stress psychologiques, eh bien, on va trouver l'équinaire, qui est un produit que j'utilise énormément, que j'aime beaucoup parce que y a mes chouchous dedans, l'éleutérocoque et la rhodiole, qui sont donc des plantes adaptogènes. L'éleutérocoque que l'on appelle aussi le ginseng sibérien, ginseng de Sibérie, et la rhodiole qui est la plante des Vikings, qui donnait force et endurance aux Vikings. Donc, il n'y a pas de souci, on prend de l'équinaire et on se retrouve comme un Viking prêt à l'abordage. Donc, ça permet vraiment, effectivement, dans les périodes d'asthénie, les troubles nerveux, effectivement, un soutien sur un temps plus long et très intéressant. Pareil, au niveau des personnes qui préféreraient des gélules, vous avez le Safrazor. Donc là, on est plus dans le côté stress, fatigue psychologique. Et vous retrouvez à ce moment-là l'ashwagandha, que l'on appelle le ginseng indien. Donc, on a vraiment, effectivement, un rôle sur le côté dépressif. Pareil, on peut tout simplement, au lieu de travailler avec des complexes, travailler avec des extraits fluides. Moi, j'aime beaucoup les complexes parce qu'on sait très bien que à ce moment-là, on bénéficie d'une synergie entre les différentes plantes. Chaque plante va renforcer l'effet de l'autre. Mais sinon, on peut travailler avec les extraits fluides que l'on trouve chez Soria, valériane, passiflore, avoine et l'eutérocoque, qui vont effectivement être un soutien intéressant. On va pouvoir travailler sur les douleurs articulaires, accompagner au niveau des douleurs articulaires, travailler sur les douleurs articulaires et les douleurs tout court, parce qu'il n'y a pas que des douleurs articulaires. On a le fameux curcumine de Soria, avec non pas du poivre noir, qui a en général un côté très irritant et qui va tout simplement créer une hyperperméabilité intestinale. Donc forcément, ça augmente la biodisponibilité du curcuma puisqu'il passe directement entre les entérocytes. Mais là, on a du gingembre et l'intérêt du gingembre, c'est qu'il est également anti-inflammatoire. Donc on a tout de suite deux extraits de plantes anti-inflammatoires, le curcuma et le gingembre. On a également l'intérêt de l'action sur la digestion paresseuse, plus l'action anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, on joue à la fois sur la sphère digestive et sur les articulations, l'inflammation des articulations, l'inflammation des intestins, dont on a parlé avant. Donc, curcumine, sur le long terme, aucun souci. On peut vraiment… Alors, bien sûr, il y a toujours des contre-indications. C'est notamment un fluidifiant sanguin, donc pour des personnes qui seraient éventuellement sous anticoagulants. Je ne précise pas qu'il faut toujours, évidemment, vérifier s'il n'y a pas de contre-indication. Bien sûr, dans les cas de douleur articulaire ou en anti-inflammatoire, vous avez le cassis, qui est dit cortisone-like, donc qui a un rôle effectivement anti-inflammatoire et antalgique. Et puis l'arpagophytum, que l'on va retrouver également sous forme d'extrait fluide pour son rôle anti-inflammatoire antalgique. Et pour toutes les douleurs, vous avez le fameux Dologène 21. Donc, je pense que Françoise, après ou tout de suite ou après, nous précisera ce que veut dire 21, qui est une forme beaucoup plus concentrée et qui permet de ne prendre qu'une gélule pour 12 heures d'action.
Vous avez la luzerne que j'ai classée là également, puisque c'est également un anti-inflammatoire. Mais alors, j'aurais pu la classer dans les compléments alimentaires divers que l'on verra à la fin. Je l'ai mise là. Voilà, c'est comme ça. Énormément pour son rôle dans l'équilibre acido-basique. Parce qu'il est évident que les personnes qui ont un Parkinson, quand vous faites le test du pH urinaire et que vous allez vérifier leur équilibre acido-basique, ce sont des personnes qui sont en acidose. C'est inévitable. Et à ce moment-là, la luzerne est un très bon complément pour relever ce pH et aller vers un pH beaucoup plus intéressant, donc neutre, un pH de 7, mais ça ne se passe pas non plus. Il faut être bien raisonnable, juste en avalant des gélules de luzerne. Il faut évidemment expliquer aux personnes l'équilibre acido-basique et travailler sur cet équilibre en leur expliquant le rôle de l'alimentation, hein, leur expliquer les aliments acidifiants, les aliments basifiants, mais on rejoint une alimentation de type méditerranéenne ou crétoise ou l'alimentation hypotoxique du docteur Seignalé. Et puis, bien sûr, leur expliquer le rôle du stress dans l'équilibre acido-basique. Donc, c'est toujours avec cette notion de vision holistique et puis avec ces aides à droite, à gauche qui vont permettre de passer le cap plus rapidement. Avant-dernier point, accompagner en travaillant sur la fatigue. Hein, ce sont des personnes qui sont donc extrêmement fatiguées, lasses. Eh ben, on peut leur donner un petit coup de pouce avec le Fosprint qui va leur apporter des minéraux, des oligo-éléments, surtout tant qu'ils n'ont pas encore, ça me semble intéressant, tant qu'ils n'ont pas encore mis en place une alimentation hypotoxique, une alimentation méditerranéenne. Je me permets juste de dire que changer d'alimentation, c'est la chose la plus difficile. Avaler une gélule, ouvrir une petite fiole et avaler le liquide, c'est très facile. Se remettre en question, travailler sur son alimentation, ça peut prendre des mois. Et c'est pour ça que les coups de pouce, les compléments alimentaires, je dis toujours, ce sont des béquilles. Elles sont là pour nous soutenir à un moment donné. C'est évidemment pas quelque chose qu'on va prendre sur le long terme, mais en attendant de mettre en place quelque chose d'intéressant, et il ne faut pas se leurrer. Les personnes que j'ai vues en Parkinson, qui sont des personnes âgées, elles vont pas vous changer leur alimentation du jour au lendemain. Ça, c'est évident. Elles vont avoir beaucoup de mal à changer l'alimentation. Donc, ce sont des personnes qui auront besoin de ces coups de pouce de compléments alimentaires très régulièrement. Donc, on retrouve bien sûr un petit peu de propolis, de gelée royale, de ginseng qui vont être responsables de ce côté coup de fouet. Donc, très intéressant pour soutenir les personnes fatiguées. On a l'IGABAC qui correspond à de l'huile de foie de morue, qui a toujours ce rôle anti-inflammatoire. Hein, on est toujours dans cette vision globale qui va permettre un bon fonctionnement du système nerveux, un bien-être émotionnel de par la présence de l'EPA du DHA et qui va apporter un petit peu de vitamine D. Alors la vitamine D, j'en reparle juste après. François ne m'en voudra pas si je dis que ce n'est pas là qu'on va trouver la dose de vitamine D dont on a besoin par jour. Donc, on a aussi le fameux bétazole ou bétasol. Je n'ai jamais su comment prononcer. Hein. Je dirais que quand même Soria, les noms. Hein. Voilà, le bétazole. Curieusement, il ne s'appelle pas Bétazor, puisque la plupart des produits se terminent par sor comme Soria. Je taquine un peu. Hein. Donc, le bétazole qui va permettre de stimuler la respiration cellulaire. Hein. Donc, on parlait effectivement du travail au niveau des mitochondries hein, et qui va soutenir en cas de faiblesse, bien sûr, hein, qui est également un antioxydant. Et on va voir après qu'on a besoin d'antioxydants. Donc, en fait, quelquefois, je suis ennuyée par ces produits parce que je ne sais pas où les classer. Est-ce que je dois les classer dans les antioxydants? Est-ce que je dois les classer dans les anti-inflammatoires? Puisqu'ils agissent à différents niveaux. Alors, je l'ai mis là. Voilà, vous l'avez là. Mais effectivement, on voit son intérêt sur plusieurs niveaux. Et pour terminer dans l'accompagnement en complément alimentaire chez Soria, on a l'accompagnement en antioxydants. Alors, bien sûr,
le premier accompagnement se fait avec l'alimentation. Mais, comme je le disais, on peut soutenir parce qu'il est évident qu'une personne âgée, vous savez qu'à l'heure actuelle, le PNNS recommande 5 portions, sachant qu'une portion fait entre 80 et 100 grammes. On tourne autour de 400 à 500 grammes. Je vous mets un petit peu au défi de trouver des personnes âgées qui mangent 400 à 500 grammes de fruits et légumes ou légumes de fruits et légumes par jour. En n'oubliant pas que dans cette portion, il faudrait qu'il y ait beaucoup de cru pour apporter justement les antioxydants qui sont détruits par la chaleur. Donc, je pense qu'une prise d'antioxydants dans ces cas-là est absolument indispensable. Et donc, vous avez le resveratrol qui contient le fameux resveratrol que l'on trouve donc dans la peau et dans les pépins de raisin. Alors, je ne sais pas au niveau du cépage de quel raisin il s'agit. Je sais qu'au niveau du vin, c'est le Pinot Noir de Bourgogne qui apparemment est le plus concentré en resveratrol. Donc, je ne sais pas si le resveratrol est fait à partir de Pinot Noir de Bourgogne. Mais en tout cas, on y trouve de nombreux antioxydants, des polyphénols, des anthocyanines, des tannins, des flavanols, des resveratrols. Tout ça, c'est la famille des antioxydants. Donc, absolument indispensable. Mais bien sûr, les antioxydants, c'est aussi là que vous allez les trouver. Et puis, bien sûr, il va falloir travailler sur différents soutiens au niveau de cette maladie et on va pouvoir travailler avec d'autres compléments alimentaires, bien sûr. Au niveau de la constipation, il est indispensable de travailler au niveau de la constipation. On y trouvera le psyllium. Hein, c'est la première chose à laquelle on peut penser. On trouvera les conseils d'infusion de mauve. La mauve, de par la présence de ces mucilages, est très intéressante en cas de constipation. Alors effectivement, si la constipation est forte et là depuis des années, ça ne suffira peut-être pas. Hein, mais on peut tout simplement prendre de l'infusion de mauve, rajouter le psyllium et rajouter éventuellement la cuillère d'huile de coco ou d'olive à prendre le matin à jeun. Bien sûr, vous avez tous les autres conseils en cas de constipation qui sont intéressants. Augmenter les fibres dans l'alimentation. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Il faut absolument que cette constipation soit traitée. Au niveau de l'hyperperméabilité intestinale, on pourra penser à la prise de probiotiques pour rétablir un microbiote. On pourra penser à la prise de glutamine, qui est l'aliment préféré de nos entérocytes, donc qui va faciliter effectivement un travail sur l'hyperperméabilité intestinale. Je vous ai cité également le plasma marin qui va agir sur la fatigue, qui va agir en apportant des minéraux, des oligo-éléments directement biodisponibles. Voilà, j'aime beaucoup le plasma marin qui peut être pris soit en hypertonique, soit en isotonique. Donc attention aux prescriptions, s'il y a de l'hypertension, jamais d'hypertonique. Donc à vérifier toujours avec les personnes. Mettons pour des personnes âgées, on commencera peut-être avec de l'isotonique. Bien sûr, la fameuse vitamine D. Donc là, pour la vitamine D, il faudra vérifier le taux de vitamine D3 sur une prise de sang pour pouvoir adapter le conseil et ne pas se contenter de dire, voilà, prenez une ampoule parce qu'on ne sait pas où la personne en est. Et il a quand même été démontré par de nombreuses études que l'ampoule va vous apporter un shoot de vitamine D au début et puis qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, vous vous retrouvez à la case départ. Donc, il vaut mieux un apport quotidien en gouttes qui est beaucoup plus respectueux de notre façon de fonctionner. Hein. On est fait pour être au soleil tous les jours. Et donc, l'apport de gouttes au quotidien est beaucoup plus intéressant. Après, voilà, il faut voir si les personnes âgées sont capables de gérer l'apport de gouttes au quotidien. Alors, quelquefois, on n'a pas toujours le choix. On passe avec des ampoules parce que prescrites par le médecin, d'abord parce qu'il y a peut-être un souci financier ou alors parce que la personne n'est plus capable de prendre les gouttes tous les jours si elle n'est pas accompagnée. Voilà, ça, c'est des choses toujours à discuter avec les personnes. Le magnésium,
pardon, le magnésium me semble évidemment indispensable parce que la vitamine D, pour être transformée en forme active au niveau rénal, a besoin, entre autres, de cofacteurs pour que les réactions chimiques se fassent. Et parmi ces cofacteurs, on trouve le magnésium. Or, il est évident que dans l'alimentation d'une personne atteinte de Parkinson, très souvent, il n'y a évidemment pas suffisamment de magnésium apporté par l'alimentation. Même chez les autres personnes non atteintes de Parkinson, on n'arrive pas toujours à en apporter assez par notre alimentation. Et puis, le stress va surconsommer le magnésium. Donc, des cures de magnésium avec, bien sûr, les bonnes formes de magnésium, les formes basifiantes et les formes biodisponibles sont les plus intéressantes. Et puis, de lier ça avec éventuellement un multivitamine. Alors, entre autres, je vous ai marqué l'argousier parce que ceux qui me connaissent savent que c'est mon chouchou. J'aime beaucoup l'argousier qui va apporter énormément de vitamine C. Donc, la vitamine C est un soutien aussi de notre antioxydant endogène que nous fabriquons qui s'appelle le glutathion, hein, ou la glutathion sélénium dépendante, l'enzyme glutathion sélénium dépendance, qui est un des endogènes que nous un antioxydant endogène que nous fabriquons, d'où l'intérêt de la vitamine C, entre autres. Mais l'argousier contient également d'autres vitamines. Il les contient toutes, sauf la vitamine D, y compris les vitamines liposolubles, puisque l'argousier a une partie huileuse. Et il contient également de nombreux minéraux, de nombreux oligo-éléments. Même si ce ne sont pas des quantités importantes, on a toujours cette notion de synergie quand on a un totem de la plante avec cette notion de synergie. Une chose va soutenir l'autre et renforcer l'autre. Donc, ça me semble très intéressant plutôt que de la vitamine C juste toute seule. Mais bon, voilà, après, c'est à chacun de travailler comme il le souhaite, comme il l'entend. On pensera bien sûr à l'aromathérapie. Alors, avec les huiles anti-inflammatoires et antalgiques, notamment les massages d'huile de Golteri couchée que l'on aura dilué au préalable dans une huile végétale telle qu'une huile d'arnica, qui va compléter une huile d'arnica. Et puis, on pourra travailler pour le stress et pour le côté relaxant avec des huiles essentielles telles que la lavande, la fleur d'oranger, le fameux néroli, l'ylang-ylang pour le lâcher prise. On pourra travailler avec de l'orange amère, on pourra travailler voilà, avec plein d'huiles. Et je voulais terminer effectivement avec l'aromathérapie en disant que c'est aussi très intéressant au niveau les personnes qui ont Alzheimer, qui ont Parkinson présentent quelquefois effectivement des pertes de l'olfaction. De travailler avec des huiles essentielles peut quelquefois réveiller des choses. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça peut réveiller effectivement l'olfaction est quelque chose de très primitif, entre guillemets, chez l'homme. Et ça va toucher directement notre cerveau, le fait de respirer des huiles essentielles. Et on peut, par exemple, instaurer un loto des odeurs et faire travailler les personnes en leur faisant respirer régulièrement les mêmes odeurs pour qu'ils arrivent à retrouver, à stimuler peut-être quelque chose. Tout n'est pas perdu. On sait que le corps se renouvelle, que les cellules se renouvellent et on peut peut-être arriver à stimuler quelque chose. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Parkinson. Évidemment, il s'agit d'un survol. On ne peut pas en une heure aborder le problème plus à fond. Alors, je ne sais pas, Françoise, si tu as des compléments d'information, des choses à nous rajouter par rapport aux compléments alimentaires que j'ai cités, par rapport à ce que j'ai dit, ou s'il y a des questions qui sont apparues entre-temps. Alors, non, parce que déjà ta présentation était extrêmement complète. Je Merci. voulais juste insister sur un des points parce que c'est souvent un élément bloquant dans le suivi en naturopathie. C'est qu'on a affaire effectivement à des personnes qui souvent ont un moral très perturbé et ça peut décourager justement une prise en charge au long cours. Donc c'est très compliqué de suivre sur plusieurs mois des Parkinsoniens
et il ne faut pas hésiter quelquefois même à les relancer. Mhm. On a affaire à des personnes qui quelquefois effectivement ont le sommeil très perturbé, peuvent même être agressifs à certains moments. Tout à fait, tout Euh, à fait. c'est un des aspects de la maladie et d'ailleurs c'est souvent ce qui conduit aussi à faire un dépistage un petit peu plus approfondi. C'est souvent un des signes avant-coureurs aussi, cette agressivité. Et par les plantes telles que la passiflore, on peut quelquefois arriver à calmer aussi cette agressivité. Voilà, c'est un des aspects. L'aspect psychologique est extrêmement important. C'est des personnes qui ont des hauts et des bas et qu'il faut arriver à canaliser, à suivre, parce que c'est tout simplement une maladie dégénérative et on comprend bien que du coup, elle peut atteindre le moral. Madame, j'ai une question. Oui, Euh, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, j'allais oublier de le dire. Ce qui est très intéressant, c'est quand c'est le soutien également du conjoint, oui, parce que souvent, c'est pas forcément le parkinsonien qui va venir nous consulter, c'est le conjoint qui l'emmène. Parce que voilà, les personnes qui vivent avec, c'est juste insupportable au bout d'un moment. Ça les épuise. Ils sont épuisés physiquement, nerveusement. Et quelquefois, c'est aussi au conjoint qu'il faut proposer de l'équinaire ou du faux sprint pour les soulager, les soutenir. tu as tout à fait raison. C'est un gros travail en naturopathie, effectivement, de soutenir ce que l'on appelle les aidants ou les soignants. C'est très usant psychologiquement et physiquement. Euh, Tu n'as pas parlé des fleurs de bac, mais c'est aussi un des aspects qui pourrait Je, je, entrer en ligne de je compte. les, Voilà. je les ai cités dans la gestion des émotions. C'est vrai que j'aurais pu, je croyais que j'avais une diapo dessus. Apparemment, j'ai zappé un petit peu. Mais effectivement, les fleurs de bac peuvent être un très bel accompagnement pour la personne atteinte comme pour l'entourage. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important pour un bon suivi du patient. Il faut que l'aidant soit pris en compte aussi dans sa fatigue, par exemple. Alors, dans le chat, j'ai une question. Quels sont les effets indésirables du mucuna? Tu en as? Je ne sais pas s'il y en a qui sont connus. En tout cas, pour ma part, je n'en connais pas, mais Je n'en ai pas non plus. Alors, en fait, j'en ai pour la fève des marais, hein, je les ai cités. Pour le mucuna, a priori, euh, j'ai un petit doute. J'avais pas en mémoire d'effets indésirables. Alors, j'ai peut-être parlé en disant faites attention aux effets indésirables et je venais juste de parler du mucuna. Ça s'adressait à la phytothérapie en général parce que j'entends encore souvent des personnes qui disent oui, mais c'est naturel, donc il n'y a pas de risque. Donc, alors, c'était j'ai juste pu une. vérifier. Je vois juste qu'il pourrait y avoir des troubles digestifs et des nausées. Voilà. Voilà. Tout ce qui pourrait être relevé, mais ça n'est de loin pas systématique. Voilà, je n'avais pas noté d'effets secondaires particuliers, effectivement. Mais effectivement, j'avais peut-être dans la présentation parlé après ça des contre-indications en disant faites attention quand même parce que, comme dit, j'entends souvent oui, mais c'est naturel, donc il n'y a pas de souci, on peut le prendre. Euh, c'est surtout pour que les gens soient conscients que quelle que soit la plante, il faut toujours avoir l'avis d'un thérapeute, d'un pharmacien qui vend le produit, de quelqu'un qui n'a pas de contre-indication. Oui. Ben on te pose juste la question si ton décor est réel. Non, non, non. Alors, c'est un décor proposé par Zoom, hein. Vous allez dans Zoom, vous regardez fond d'écran et vous avez des décors proposés. Et j'ai mis celui-là. C'est pas du tout un décor réel.
Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent encore mettre des remarques dans le chat ou qui ont des questions. On est arrivé effectivement au bout de l'heure. Je voulais te remercier. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile dans la mesure où c'est un accompagnement. Il n'y a pas de perspective aujourd'hui de guérison. Mais Dieu sait que cet accompagnement est important. Et voilà, c'est pour ces patients que c'est important, mais aussi pour ces accompagnants. Tu as abordé à un moment donné la partie sport, entretien physique. C'est quelque chose qui est extrêmement important de booster ces personnes à un exercice physique régulier, même s'il est ralenti, mais ça évite les raideurs, ça évite effectivement les douleurs ultérieures. Quel que soit le mouvement, que ce soit sous forme de yoga, d'étirement, de marche, en tout cas, c'est quelque chose qui aide aussi ces personnes à se sentir vivantes. Et Tout à fait. c'est important de toujours se dire ça, j'arrive encore à le faire. Oui, oui, tu as raison, Françoise, tout à fait. Et puis, on connaît bien le lien aussi entre le fait de bouger et d'être bien dans sa tête. Donc, effectivement, même une personne Alors, je me souviens qu'effectivement, quand j'avais fait cette intervention à la Journée nationale de Parkinson, je me souviens qu'il y avait une dame qui était venue me voir. Son mari était en fauteuil roulant, hein. Il était au stade où il ne pouvait plus marcher. Ou très peu, hein, sur des très, très courtes distances. Donc, il était en fauteuil roulant et elle me disait, mais comment voulez-vous qu'il fasse du sport? Je dis, mais il peut au moins bouger les bras, bouger la tête, bouger ce qu'il peut bouger. Je veux dire, même sur une chaise, même sur un fauteuil, on peut toujours essayer de faire un petit peu de mouvement. Alors oui, bien sûr, il ne va plus danser le tango, mais voilà. D'où l'importance du dépistage précoce. Donc, on a quand même beaucoup d'espoir dans ces nouvelles pistes de dépistage que j'ai évoquées qui permettraient effectivement de dépister la maladie à un stade précoce et d'intervenir beaucoup plus tôt à ce moment-là en mettant en place toutes ces... ça ne guérira pas la maladie puisqu'on ne sait pas le faire, mais en mettant en place de façon précoce l'arrêt de la constipation, l'alimentation, la gestion des émotions, le sport, le mouvement, la respiration, je pense qu'on arriverait vraiment à ralentir l'évolution de la maladie.